Chapitre 1. Des aristocrates à la guillotine. Mon grand-père aime me raconter des histoires fabuleuses. C'est un homme féru d'histoire et je suis moi-même fanatique d'aventures de cap et d'épée. Je ne me lasse jamais de l'écouter. Ainsi, un soir de Noël, j'ai eu la bonne idée de lui poser quelques questions sur la Révolution française. Il m'a alors transporté à travers le temps dans l'un des plus mystérieux récits de la France révolutionnaire. Mon cher petit, je vais te raconter une histoire que j'ai lue quand j'étais enfant. Elle m'a tellement passionné que je me la rappelle dans ses moindres détails. Peut-être que je la connais, papy. Oh, je ne crois pas, mon petit. C'est le Mouron Rouge. Ça te dit quelque chose? Non, pas du tout. Bon, nous sommes donc à la fin du XVIIIe siècle et Paris est en pleine révolution. Ah oui, notre prof nous a parlé de la guillotine qui a coupé tant de nobles têtes. En 1789, date fatidique, le peuple devient le seul et unique souverain de France. Affamé par une cour corrompue, il peut enfin se venger. C'est ainsi qu'il envoie comtes et comtesses, ducs et duchesses, barons et baronnes, puis, plus tard, le roi et la reine, sous le couperet de la guillotine. Mais il n'y a pas moyen d'échapper à ce sort cruel? Si, certains essaient de s'enfuir. Chaque après-midi, avant la fermeture des portes de la ville, des aristos tentent leur chance sous les déguisements les plus divers. Hommes en femmes, femmes en hommes, enfants en mendiants. Il n'y a pas de soldats aux portes de la ville pour surveiller les sorties? Si, et les soldats citoyens réussissent presque toujours à pincer les aristos déguisés. Cependant, certains échappent au tribunal révolutionnaire et vont continuer leur vie en Angleterre, par exemple. Et c'est justement ici que notre Mouron Rouge fait son entrée. Écoute un peu mon histoire. Aux portes de Paris, un certain sergent, le sergent Bibot, reconnaît un aristo sous n'importe quel déguisement. Il joue avec sa proie comme un chat avec une souris. Il laisse l'aristo déguisé franchir les portes et quand ce dernier croit finalement être libre, notre cher Bibot envoie ses hommes l'attraper. Aucun ne réussit à lui échapper. C'est un jeu si drôle pour lui. Mais depuis peu de temps, des bruits courent sur la disparition de certains aristos. Comment des aristos réussissent à passer à travers les mailles du filet? On dit que ces évasions sont organisées par une bande d'Anglais très téméraires. Le chef de cette bande a la réputation d'être non seulement astucieux, mais aussi d'avoir un courage extraordinaire. À chaque fois qu'il organise l'évasion d'un royaliste, il signe son œuvre d'une marque rouge, une petite fleur en forme d'étoile, appelée le Mouron Rouge. Ah, quelle colère et quelle honte au sein du tribunal révolutionnaire. On décide de promettre une grosse somme d'argent à celui qui capture vivant cet insaisissable Mouron Rouge. Notre cher sergent Bibot, qui se croit plus intelligent que les autres, espère bien capturer cette belle proie. Réussir finalement là où tout le monde a échoué. Il veut à son tour être digne d'admiration. Chapitre 2. C'est signé le Mouron Rouge. Le sergent Bibot examine donc avec un soin scrupuleux tous les chariots qui quittent la ville. Il ne veut pas se faire avoir comme le citoyen Gros-Pierre. Sa sottise lui a fait perdre la tête. Qu'est-ce qui est arrivé à ce pauvre homme? Il est lui aussi sergent aux portes de la ville et lui aussi chargé de ne pas laisser s'échapper les aristos. Un après-midi, comme tous les autres, une voiture transportant des tonneaux et conduite par un vieil homme, avec un enfant assis à côté de lui, s'arrête. Évidemment, Gros-Pierre prend soin de regarder tous les tonneaux. Il voit qu'ils sont vides.
et laisse donc passer le chariot. Est-ce qu'il a bien regardé? Attends. Une demi-heure plus tard, arrive un capitaine avec une douzaine d'hommes. Est-ce qu'une voiture est passée? Demande-t-il avec précipitation au sergent Gros-Pierre. Oui, répond-il. Il y a une demi-heure, Et vous les avez laissés passer? s'écrie le capitaine avec fureur. Vous paierez votre erreur sur la guillotine. Cette voiture cachait le duc de Chaly et toute sa famille. Et le conducteur était le Mouron Rouge. Quel idiot, ce Gros-Pierre! Ne va pas trop vite, mon petit. Écoute un peu la suite. Le capitaine donne l'ordre à Gros-Pierre et ses hommes de partir à leur poursuite. Et il ajoute. Pensez à la récompense, si vous les retrouvez. Là-dessus, le sergent Gros-Pierre et ses soldats s'élancent par la porte et disparaissent comme un éclair. Mais il est trop tard, Non, non. dit mon grand-père en riant. Les aristos n'étaient pas dans les tonneaux et le conducteur n'était pas le Mouron Rouge, non. Le capitaine était ce maudit Anglais déguisé et tous ces soldats des aristos. Oh non! Alors, tu penses bien que Bibo, connaissant l'histoire, ne veut pas se faire avoir à son tour. Un après-midi, une vieille sorcière à l'aspect répugnant passe à sa porte. Elle s'arrête bien sûr et entame la conversation avec Bibo. Mon petit-fils a la petite vérole. En indiquant du doigt l'intérieur de la voiture. Mais d'autres prétendent que c'est la peste. En entendant ces mots, Bibo et ses hommes ne peuvent s'empêcher de faire quelques pas en arrière. Tu n'es pas courageux, citoyen, Lui dit-elle. La peste, sauve-toi! Hurle Bibo, épouvanté par l'horreur de cette affreuse maladie. La vieille ne se fait pas prier et lance sa voiture hors de la ville. Tout à coup, comme pour le cas de Gros-Pierre, un capitaine arrive. Ce dernier ne peut être le Mouron Rouge, car Bibo le connaît bien, Une voiture vient de passer? demande-t-il essoufflé. Quelle voiture? Demande Bibo. Une voiture, conduite par une vieille sorcière avec son petit-fils qui a la peste. Ben oui, répond Bibo, devenu exsangue de peur. Et vous les avez laissés passer. La voiture contient la comtesse de Tournai et ses 2 enfants, tous traîtres et condamnés à mort. Quant au conducteur, c'est sûrement le Mouron Rouge. Morbleu, murmure Bibo. La guillotine cette fois est pour moi.